Cette semaine, dans votre émission Ça va chez vous, nous partons à l'est du département découvrir la ville de Cornimont, située à proximité de la Bresse ou encore de Gérardmer. La commune compte 3200 habitants. Rencontre avec 4 d'entre eux. Élodie Derdal nous fera découvrir le musée des 1001 racines. Florence et Daniel Martin nous ouvriront les portes de leur ferme. Mais tout de suite, c'est avec vous que nous commençons. Marie-Joseph Clément, vous êtes maire de la commune, vous entamez votre deuxième mandat. Vous avez toujours été impliquée dans cette vie communale. Est-ce que dans ces temps difficiles, on a toujours la motivation et toujours l'envie ? Oui, tout à fait. De toute façon, la motivation, il faut l'avoir et puis il faut aller de l'avant. Et dans ces périodes difficiles, eh bien, il faut se mettre à la disposition des habitants. C'est pourquoi nous prévoyons de recommencer lors de ce deuxième confinement l'aide à la population pour, par exemple, obtenir les courses pour que les personnes les plus fragiles évitent de se déplacer. Donc tout ça est en train de s'organiser aujourd'hui. Oui. Alors vous aviez été touché dans la commune par le premier confinement, notamment l'EHPAD. Quelle est la situation aujourd'hui dans cet établissement ? Actuellement, au niveau de l'EHPAD, il n'y a aucun cas de Covid avéré, donc tout se passe bien. Bien sûr, on est très prudent, les mesures sanitaires sont vraiment très strictes et mises en place. Fort heureusement pour aujourd'hui, on peut peut-être penser qu'il y a une certaine immunité, mais pour le moment, tout va bien. Alors est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ça va chez vous à Cornimont, malgré les temps qui courent ? On peut dire qu'aujourd'hui, ça va chez nous à Cornimont. Malheureusement, comme partout en France, on est obligé de reprendre toutes les dispositions au niveau de l'organisation face à cette deuxième vague qui, bien sûr, touche le pays de plein fouet. C'est-à-dire l'aide aux courses et au niveau des établissements scolaires, un renforcement des mesures d'hygiène. Tout le personnel de la commune est mobilisé, personne n'est en chômage partiel, comment ça se passe chez vous ? Tout le personnel de la commune est mobilisé pour bien sûr renforcer les mesures d'hygiène et puis apporter avec les bénévoles et les élus disponibles tous les services que l'on va mettre en place dès cette semaine auprès des habitants. Alors là, on est au cœur de l'écoquartier, un endroit qui est important ici à Cornimont, puisque les projets, il faut continuer à les mettre en place. Malgré la situation, on continue d'avancer quand même et on pense à l'après-Covid aussi. Nous sommes en phase de labellisation de cet écoquartier. Le projet ne s'arrête pas à l'écoquartier, donc nous allons poursuivre l'aménagement bourg-centre et en intégrant la notion de transition écologique, puisque nous allons traiter une friche qui est l'ancien cinéma, prévoir des cheminements pour relier au bourg les différents quartiers par des cheminements piétonniers ou dédiés au vélo. Nous avons aussi dans l'idée de créer des productions d'énergie verte et surtout l'isolation de bâtiments. Nous avons le bâtiment situé près de nous de la salle des fêtes, plus celui de la mairie, qui vont être totalement réhabilités et surtout isolés, de manière à réduire nos factures d'énergie. On se doit de mener des actions pour réduire nos émissions à effet de serre. C'est des thématiques importantes aujourd'hui sur lesquelles il faut travailler. Merci Marie-Joseph Clément de nous avoir reçus ici à Cornimont. Nous continuons notre visite. Rendez-vous au musée des 1001 racines. Le musée des 1001 racines est consacré aux œuvres de Michel Maurice, un artiste passionné de nature qui récupérait branches et racines en forêt avant de leur donner une âme. Élodie, merci de nous accueillir ici dans le musée des 1001 racines. Alors le musée qui était à votre papa, enfin les œuvres sont de votre papa, Michel Maurice. Alors qui était cet homme ? Eh bien, c'était un modeste ouvrier textile, comme il y en avait des milliers dans la vallée vosgienne. Et puis, c'était un petit garçon qui n'aimait pas beaucoup l'école. Alors, à 14 ans, il a quitté les bancs de l'école pour aller travailler à l'usine. Et puis, les circonstances tragiques l'ont conduit à aller en Algérie pour accomplir ses obligations militaires. Et puis, c'est là qu'il va avoir le déclic. C'est assez surprenant quand on sait qu'on habite dans les Vosges, entouré de bois. Il faut attendre un voyage, une mission en Algérie pour avoir ce déclic. Oui, en fait, c'était un piètre soldat, mais à ces moments perdus, il travaillait aux messes des officiers notamment. Il pouvait aller au marché avec le cuisinier et il a vu la nature algérienne qui est magnifique. Il était dans une région viticole et ce qui l'a fasciné, le déclic, c'est en voyant les ceps de vigne avec leur forme tortueuse. Et c'est à partir de là qu'il a décidé de travailler le bois. Et pour une fois, les officiers l'ont félicité pour son travail. Et il s'est dit que peut-être qu'il avait quelque chose, un avenir dans ce domaine. Alors on parle d'art brut quand on parle de ces œuvres. Qu'est-ce qu'on entend par art brut ? L'art brut est caractéristique d'hommes issus de milieux populaires qui n'ont reçu aucune instruction artistique
et qui, spontanément, vont travailler la matière qui leur est la plus proche. Donc Michel a ramassé des bouts de bois de la forêt. C'est une matière tout à fait noble, mais qui ne coûte rien. Et donc pour un modeste ouvrier, c'est quelque chose de très accessible. C'est une matière première qu'il avait le droit de prélever. C'est un artiste consciencieux, puisqu'il avait des autorisations spéciales pour prélever le bois mort, car on ne peut pas prélever le bois mort, pas même les amadouviers, ces champignons parasites, sans autorisation, parce que ça participe de la biodiversité. Alors il trouvait les bois et il les sublimait, en fait. C'était vraiment ça son objectif. En réalité, ce n'est pas un sculpteur classique. C'est un sculpteur sur racine, c'est-à-dire qu'il sculpte des pareidolie. C'est tout simplement une illusion optique que nous avons tous, notamment lorsqu'on regarde les nuages ou qu'on regarde des maisons qui ont une forme particulière. Il se laisse guider par le mouvement naturel du bois, qui l'inspire en disant « ce bout de bois », parce qu'au départ ce n'est qu'un bout de bois, me fait penser à une dame. Et à partir de là, il va sculpter à la marge juste ce qu'il faut pour sublimer, pour faire apparaître cette forme naturelle. Et alors, quelle a été la première pièce ou quelle est la pièce emblématique peut-être de ce musée? Alors, la plus ancienne des emblématiques, c'est le bourreau au cœur de pierre. Et puis sinon, il y a le poisson, qui était son œuvre préférée. Il adorait les poissons, il adorait trouver des racines dans les rivières et il aimait aussi beaucoup les oiseaux. Et puis l'autre pièce emblématique, c'est le sauterelle, évidemment, notre lutin vosgien. Le principal intérêt pour l'association, c'est de continuer à faire vivre ses œuvres. L'objectif de l'association, c'est de promouvoir, de faire connaître cet artiste qui est original, qui est vosgien, et qui excelle dans un domaine qui n'est pas forcément le plus connu, l'art brut. Et puis nous avons aussi vocation à animer le territoire. Nous avons notamment, au courant de cet été, fait une programmation originale qui s'appelle le Musée Musarde, avec différentes activités auprès d'un fin connaisseur de la forêt vosgienne. Donc on fait découvrir l'art et puis aussi on fait découvrir la forêt pour mieux la préserver. Beaucoup de visiteurs, lorsqu'ils repartent de chez nous, disent on va voir la forêt différemment. Alors là, le musée est fermé pour le moment en raison du confinement. Est-ce que vous allez continuer à faire vivre le musée pendant cette période, d'une manière ou d'une autre? Là, pour l'instant, non. Là, c'est stand-by. Et puis, aujourd'hui, c'est un moindre mal dans la mesure où 3 semaines par an, nous fermons le musée, justement, courant novembre, parce que nous avons moins d'influence. C'était beaucoup plus grave au printemps. Là, on a perdu, par rapport à l'année dernière, 2500 visiteurs. Donc, pour l'instant, on va dire qu'on sauve les meubles. Et puis surtout, on a notre livre qui va sortir début décembre. Et beaucoup le demandaient, beaucoup de visiteurs nous ont dit « Mais vous n'avez pas un livre sur le musée, sur Michel l'Enchanteur ?» Non, on ne l'a pas. Ça y est, c'est fait. Et donc, en collaboration avec Pierre Riche, qui est photographe professionnel, j'ai écrit un texte qui explique sa vie, son aventure, et puis aussi ses œuvres. Les 1400 œuvres, c'est ça? Alors, il y en a 1479, mais alors, je rassure, ce n'est pas un catalogue de musée, parce que s'il fallait faire un catalogue, il faudrait toutes les pièces. Donc un livre qui sera disponible d'ici la fin de l'année. Début décembre. Alors, en plus de ça, on est très heureux, parce que l'artiste est vosgien, les auteurs sont du massif vosgien, le papier est vosgien, enfin tout, quoi. la totale. Merci Élodie de nous avoir partagé l'histoire de ce musée. Nous partons à la rencontre de nos derniers invités à la ferme Souleillé. Se rapprocher de la nature et revenir à l'essentiel étaient les objectifs de ce couple de Parisiens qui a décidé il y a quelques années maintenant d'élever des chèvres dans les Vosges. Aujourd'hui, ils vendent leurs produits fabriqués avec de la laine mohair et ont ouvert des chambres d'hôtes. Daniel, merci de nous accueillir. Nous sommes ici au cœur de votre exploitation. Alors vous avez décidé de changer de vie il y a quelques années maintenant pour venir dans les Vosges. Revenir peut-être un peu aux vraies valeurs, à la nature. Expliquez-nous votre choix. Le choix, ça a été de changer de vie pour consommer autrement, justement, et pour retrouver des valeurs de simplicité. Un choix que peut-être beaucoup vous envient aujourd'hui avec les temps qui courent. Il y en a toujours beaucoup qui en rêvent, mais après, passer le pas, c'est toujours compliqué. Il faut une petite dose de folie, je pense. Vous avez fait le choix d'élever des chèvres angora. Alors pourquoi celle-ci particulièrement et pas d'autres? Parce que madame tricote. C'est aussi simple que ça. Et donc du coup, on a tiré le fil, et au bout du fil, vous avez ces chèvres. Et quand on les connaît, elles sont super sympathiques.
Quelles sont leurs particularités à ces chèvres? Déjà, elles sont, vous le voyez, elles sont calmes. Et après, elles font beaucoup de poils, un poil assez fin, très fin, qui est un peu plus fin on va dire, que le cachemire. Vous avez un élevage de 40 chèvres 40 chèvres maintenant, ouais. Et au début, vous avez commencé avec combien? 29. 29. Et alors, il y a de la reproduction tous les ans? Comment ça se passe? C'est nous qui décidons quand mettre le mâle avec les femelles. La première année, elles étaient trop petites, on n'en a pas fait. Cette année, on va remettre notre bouc qui s'appelle Joker avec normalement deux chèvres peut-être, ou 3, je sais pas, on va voir. On s'attache à ces bêtes, à ces animaux? Ah ben oui. Oui, on s'attache et puis on les connaît toutes par leur prénom en fait aussi, hein. Puis chacune a une personnalité différente. La tonte, c'est 2 fois par an, c'est bien ça? 2 fois par an. Pour nous, c'est, on va dire, début avril et début octobre. En fonction de l'emplacement sur le corps de la chèvre, est-ce qu'il y a des endroits qui sont plus propices, des endroits qui sont plus qualitatifs? Sur une même bête, on peut avoir 3 finesses de poils différentes. Les petits, c'est hyper fin et tout est homogène. Et plus ça vieillit, un petit peu comme nous, ça commence à faire des cheveux blancs, des choses comme ça. Et ensuite, les poils s'épaississent. Et donc, du coup, on doit trier pour répartir en finesse de poils. Parce qu'on ne fait pas la même chose derrière. En fonction du poil, on fait des produits différents. Voilà. Tout ce qui est très fin, on va l'utiliser pour tout ce qui va à même la peau. Pour que après vous disiez pas « Ah, ça me gratte » et donc après, ça me pique. Pour les poils un peu plus épais, on va faire des plaids, des couvertures, parce que ça, vous le mettez pas à même la peau en fait. Quand vous les triez, c'est des étapes avant la fabrication, comment ça se passe? On tond, ensuite on va mettre ça sur une grille de tri, parce qu'on va éliminer tout ce qui est trop court. Donc ce qui est inférieur à 5 cm, on va le jeter. On va la nettoyer pour enlever le foin, la paille qui resterait ou les impuretés. Et ensuite, on répartit par classe. On a la chance de faire partie d'une filière de transformation de mohair en France. Et donc du coup, on envoie ça à notre filière qui va, elle, s'occuper d'envoyer ça au lavage, cardage, filage, teinture. Et on arrive même à faire ensemble des produits qui seraient trop compliqués à faire tout seul, des chaussettes, des grands ponchos, parce que là, il faut des machines un peu plus industrielles. Et après, vous récupérez, une fois qu'elle est prête à être tricotée, en fait? On récupère des pelotes, ou alors aussi des cônes qui font 1 kg. Et là, c'est Florence qui va tricoter à la machine ou à la même. On ira voir ça tout à l'heure dans la boutique. Peut-être une dernière question. Quel est le poids que ça représente quand on tond 40 chèvres? 40 chèvres, c'est à peu près on va dire 70 kg. 70 kg, mais à la transformation, on en perd beaucoup au lavage, on en perd 30% en moyenne. Et une chèvre, ça va vous faire, pour les petits, ça vous fait 1 kg à peu près de très fin. Puis après, il y a des petits gabarits qui arrivent à vous faire 3 kg, mais parfois, il y en a des gros gabarits qui vont nous en faire 1,5 kg. Donc, c'est très variable en fait. C'est très variable. On n'est pas dans la recherche de rentabilité, là aussi. Donc du coup, même ceux qui sont un peu moins productifs, on les garde. Merci Daniel de nous avoir partagé tout ça. On va dans la boutique retrouver votre épouse pour parler des produits de la boutique. C'est parti. Florence, nous sommes ici alors au cœur de votre boutique. Vous fabriquez les produits en laine mohair. Revenons peut-être sur les particularités de cette laine. Alors la particularité, c'est qu'en fait c'est une laine très légère, très respirante. Donc comme c'est une matière naturelle en fait aussi très chaude et aussi à la fois très douce. Alors vous me disiez que la laine mohair, ça représente très peu de produits, très peu d'éleveurs en France qui font ça. Oui, c'est ça, oui. En fait on est entre 70 et 80 éleveurs en France, donc sur tout le territoire français. On voit autour de vous des pulls, des gilets, des bonnets. Comment ça se passe pour tricoter? Il y a plusieurs techniques? Oui, alors après il y a la technique, on va dire, traditionnelle à la main. Donc pour certains produits, je suis obligée en fait de tricoter à la main. Mais aussi, donc j'ai 2 machines à tricoter qui me permettent de produire plus rapidement certains articles comme certains bonnets, des tours d'oreilles, des choses comme ça. Et alors ça prend combien de temps pour tricoter un pull en laine mohair? On ne tricote pas toute la journée, mais en gros, voilà, il faut quand même prévoir à la main au moins un mois de délai pour tricoter un pull. Oui, tout à fait, oui. Le mohair, ça représente très peu de personnes, vous le disiez.
Comment vous faites pour vendre vos produits? Donc on va soit à la ferme, donc dans cette boutique, mais la plupart du temps, en fait, c'est sur des marchés. Donc bien souvent, c'est soit des marchés bio, soit des marchés artisanaux. Et puis là, c'est vrai qu'à cette période de l'année, là, c'est les marchés de Noël, en fait. Alors là, vous allez être forcément impacté par le confinement et l'annulation de beaucoup de marchés. Est-ce que vous allez quand même réussir à sauver, entre guillemets, votre métier, votre travail? On espère bien, hein. Effectivement, nos plus grosses ventes en fait se passent en fait à la fin de l'année. Tout bêtement aussi parce que c'est un produit qui est très très chaud et donc c'est vrai que c'est un produit de saison, on va dire. C'est aussi un produit aussi qui est un peu noble, donc qui peut engendrer de très beaux cadeaux de Noël. Ça va être difficile pour nous, mais voilà, on espère que les gens viendront à la ferme puisque ça c'est toujours possible. Et puis j'ai aussi entamé quelques livraisons. Alors pour compléter cette activité de produits en laine mohair, vous aviez décidé, en vous installant ici, d'ouvrir des chambres d'hôtes et une table d'hôtes. Quelle a été l'évolution aujourd'hui? Vous avez 5 chambres, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait, oui. Aujourd'hui, donc, on a 5 chambres, une capacité de 15 personnes maximum. Ça nous permet en fait de compléter notre activité d'éleveur. Bon, c'est des chambres qui fonctionnent bien parce que les gens aiment bien, on est en pleine nature et c'est des chambres à la ferme. Il y a aussi la découverte de notre deuxième activité qui plaît beaucoup. C'est ce que vous recherchez aussi en quittant la région parisienne, partager votre activité et puis être au cœur de la nature? Oui, tout à fait, oui. Oui, ça c'était vraiment très important. Retrouver des valeurs simples au milieu de la nature et en même temps accueillir, faire un accueil touristique qui permette aux gens aussi de partager un peu notre univers. Là aussi, les chambres d'hôtes sont bien évidemment à l'arrêt. Est-ce que depuis le premier confinement, il y avait eu un retour? Est-ce que vous sentiez que les personnes avaient envie de retrouver ces chambres d'hôtes et ce cadre calme? Oui, tout à fait, oui. On a eu une très belle saison d'été, hein, donc on a bien senti que les gens avaient besoin de trouver un peu de nature et puis d'espace en fait. Hein, ici, il y a beaucoup d'espace. Donc on a eu beaucoup de monde cet été et ça nous a fait du bien, oui, tout à fait. Donc un changement de vie que vous ne regrettez en rien Ah aujourd'hui? non, pas du tout, non. Non. Merci Florence de nous avoir accueillis dans votre boutique et dans votre exploitation. Bonne continuation. Notre émission est terminée pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt.